Salut à tous! Comme le titre le dit, j'avais envie de vous parler de ma deuxième grossesse qui s'est terminée en fausse couche. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'en parle pas assez. On en parle un peu plus qu'avant, mais c'est encore très tabou et on parle surtout du volet psychologique et du deuil périnatal, mais on parle pas du côté physique et de tout ce qui se passe du moment où tu sais que tu es enceinte au moment où tu ne l'es plus. Moi, j'avais envie de vous partager mon expérience pour qu'ensemble on partage puis qu'on se sente moins seul, peut-être. Premièrement, quelques petites statistiques. C'est une grossesse sur 6 au Québec qui se termine en fausse couche. 35 ans et plus, c'est une sur 4 et 40 ans et plus, c'est une sur 2. C'est beaucoup. Puis quand je dis grossesse, c'est vraiment grossesse. On parle pas du premier bébé que tu essaies d'avoir. Peu importe, c'est pas nécessairement la première. C'est que ce soit la première, deuxième, troisième grossesse, c'est tout le temps une sur 6. Dans le fond, ça change. Les statistiques ne changent pas, que ce soit le premier ou le deuxième, ça reste la même. Et pour ce qui est du deuil, en fait, petite parenthèse vite, certaines personnes vont dire que c'est plus facile quand c'est une deuxième ou troisième grossesse et compagnie, versus une première. Peut-être, mais c'est là mon gros bémol. Peut-être que c'est plus facile parce que tu te dis tu as un enfant déjà, donc tu profites de lui, tu sais c'est quoi avoir un enfant, mais justement, ce l'est peut-être pas parce que tu te demandes pourquoi tu l'as perdu. Pourquoi ça s'est terminé en fausse couche? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la première et la deuxième grossesse? Là, il n'y a pas de réponse magique ou de solution miracle ou peu importe parce que chaque personne est différente. On est des humains. C'est la nature qui décide. C'est la seule chose dans notre vie qu'on ne peut pas prévoir d'avance quasiment. Je dis la seule chose dans notre vie. C'est une des seules choses dans notre vie qu'on ne peut pas prévoir d'avance. On ne peut pas savoir ce qui va se passer avec le fœtus. On ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Peu importe comment ça va se développer, on ne peut pas. C'est la nature qui décide de A à Z. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu déculpabiliser, si on veut, sur le fait du pourquoi j'ai pas été capable de mener ma deuxième grossesse à terme. Pourquoi ci, pourquoi ça. On peut pas décider. C'est le premier pas en tête qu'il faut faire, c'est s'enlever cette pression-là. C'est la même chose pour quelqu'un que c'est la première fausse couche qui se dit pourquoi j'ai perdu, pourquoi je suis pas capable d'en avoir un. Faut juste s'enlever cette lourde tâche mentale qu'on se met, puis ça va aller un peu mieux. C'est sûr que aussi, le fait d'en parler, ça aide vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous parle de mon expérience à moi, pour que les personnes qui sont dans la même situation ou qui ont vécu la même situation, qui n'ont pas des personnes proches d'elles avec qui elles peuvent en parler sans se faire juger ou quoi que ce soit, je suis là. Je vais vous écouter. Je vais vous donner mon avis si vous le voulez. Je suis là pour ça, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Je veux dire, c'est pas la première grossesse que j'ai perdue, mais ça reste que j'ai quand même perdu un bébé. C'est pas évident pour personne. Donc, c'est ça. Là-dessus, on va commencer du début. Hein? Dans le fond, j'ai appris que j'étais enceinte le 25 octobre 2020. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. J'ai appris que j'étais enceinte. On était pas préparé, mais on avait hâte, on était content. Ça a été plus vite que le premier. Le premier, ça a pris un an, presque pile poil avant que je tombe enceinte. Ce bébé-là, ça a pris peut-être 3 mois dans le gros top. Ça a été plus vite qu'on pensait, mais on était très heureux, on était prêts, on était contents. Donc, suite à ça, moi, je suis suivie à Sainte-Justine ma malformation cardiaque. Donc, je suis suivie à Sainte-Justine pour chaque grossesse. Donc, j'ai été suivie pour Alexis, puis pour celle-ci, puis celles à venir, s'il y en a d'autres. Je vais être tout le temps suivie pour éviter, parce que Sainte-Justine connaît pas mal mieux la malformation que j'ai et aussi les risques que ça peut engendrer pour les grossesses. Donc, c'est plus facile pour moi d'avoir une grossesse ou d'accoucher ou peu importe à Sainte-Justine qu'en hôpital de région, mettons. C'est moins de risques, plus de connaissances et tout. Ils sont mieux préparés. C'est ça que je veux dire en gros. Ils sont mieux préparés pour toute éventualité qui peut arriver que ma grossesse. Donc le 10 novembre, j'ai ma première rencontre avec ma médecin.
la même qui s'est occupée d'Alexis puis qui va s'occuper des autres grossesses là, éventuellement. Ouais. Que j'avais ma première rencontre, on a fait une échographie de datation pour savoir combien j'étais. J'étais à 6 semaines. Tout va bien, tout a l'air beau, fait que je retourne chez moi. J'avais un rendez-vous planifié le 22 décembre pour une clarté nicale. Justement, le 10 novembre, quand j'apprends que tout est beau, qu'il y a vraiment un bébé, que tout est correct, je l'ai annoncé à ma famille, à la famille à mon conjoint, parce qu'on se doute pas, en fait, que ça peut mal aller. Fait que je l'ai annoncé par pur bonheur, j'avais envie de le partager, j'avais envie qu'il soit avec nous du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte. La famille proche, on s'entend, là, j'ai pas annoncé à Facebook, là. Je l'ai juste annoncé à la famille proche qu'on attendait un deuxième. Tout le monde était content, nous encore plus. Alexis comprend pas trop. Lui, il est trop jeune, encore 2 ans et quelques mois, c'est jeune encore. Bref, ça continue, on continue notre vie, tout est beau. Le 11 décembre, non, le 11 décembre, un mois plus tard, en fait, après ma première écho, je reviens d'aller chercher Alexis à la garderie, je suis en train de préparer le souper, mon conjoint, j'entends son auto, puis là, je sens quelque chose d'anormal. Je vais aux toilettes et je saigne. Je vois des caillots de sang. Là, je suis comme, oh, je panique. L'angoisse, tout monte, les émotions montent, et en plus des hormones. Comme tout se bouscule, je pleure. Mon chum rentre, puis il voit juste moi qui pleure. Heureusement, j'avais plugué Alexis sur l'iPad, fait que lui, il a pas rien remarqué de tout ça. Il était concentré dans ses vidéos. Là, il était comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il pensait que quelque chose venait de mourir ou whatever. T'sais, lui, il s'attendait au pire. Je suis en grosse larme, puis je suis comme pas capable de me contrôler. Puis là, je suis comme, je saigne. Là, il fait OK, mais beaucoup. Puis là, je suis comme, là, ça m'a ressaisi. Puis je suis genre, ah, OK, oui, effectivement, ça saigne pas tant que ça. Tu sais, on sait c'est quoi saigner beaucoup, parce que c'est arrivé à la première grossesse aussi, mais pas à ce moment-là. Ça, c'est une autre histoire, ça serait une autre vidéo. Donc, on sait que si je remplis pas, mettons, une serviette sanitaire à l'heure, c'est pas urgent. Donc, j'appelle juste pour être sûr. On appelle, puis là, ils nous disent la même chose. Donc, ils nous disent juste de nous présenter le lendemain matin pour un écho. On va pour une écho. Ils font l'écho. Le cœur du bébé bat. Tous les membres, ils sont là. On voit qu'il y a une tache noire, tu sais, comme sous mon utérus. On voit la médecin à l'urgence. La médecin me dit que, justement, la paroi noire, la tache noire qu'on voit, c'est un hématome. Sous-utérin, en fait, en dessous de l'utérus, qui s'est installé là. Et elle nous dit aussi, puis c'est ce qui cause les saignements, en fait, parce que l'hématome, c'est un bleu, en fait, là, mais en dedans, fait qu'il faut qu'il évacue. Fait que c'est pour ça que je saigne. Et elle nous dit aussi que la clarté nicale du bébé, la nuque, est plus épaisse que la normale, si on veut. Donc, moi, je me fais de ça. Je connais un peu les trucs parce que j'ai lu le mieux vivre comme au complet à ma première grossesse. Si j'étais plus comme, je sais un peu plus à quoi m'attendre, je lisais pas tant. Fait que je savais que ça voulait peut-être dire une malformation X, que ce soit la trisomie, que ce soit une malformation physique, cardiaque, ou peu importe, une malformation, quelque chose qui va pas bien côté avec le bébé. Que je suis comme un peu, pas démolie, mais je suis genre, ok, c'est pas une grossesse normale. Mais, tu sais, je me dis, j'ai ma clarté nicale le 22 avec ma médecin. Rendu là, elle va nous expliquer un peu plus. Puis elle nous dit aussi que j'étais à peu près à 10 semaines, donc c'était un peu tôt pour la clarté nicale, donc ça peut fausser un peu les données. Puis ça peut se résorber, puis ça se peut que tout se place, que les hématomes passent, puis que tout soit correct d'ici 2 semaines, mettons. Mais en même temps, elle nous propose un curetage. Aussitôt qu'elle m'a proposé le curetage, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je voulais attendre de voir ce qui allait se passer. J'aime aussi avoir des réponses dans la vie, puis je sais qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie aussi. C'est mon mantra, si on veut. Là. C'est comme, je suis quelqu'un de très positif aussi. Fait que tout ça ensemble, je fais ben non, je veux pas me faire un curetage. Son cœur il bat, il y a tous ses membres. Oui, je saigne, mais sans plus. T'sais. Je suis comme, non, on va attendre, on va voir, qu'est-ce que ça va en dire plus tard.
Le 22 décembre, j'ai ma clarté nucale. Pas grand-chose qui a changé au niveau de l'hématome, ça reste à peu près pareil. La clarté nucale est encore épaisse, même que là, l'abdomen aussi est un peu plus épaisse. Là, c'est comme les deux côtés, en fait. C'est des termes techniques, là, mais c'est plus épais que la normale. La normale, je pense, c'est 3 et moins, puis moi, j'étais comme à 4 et plus, là. Quelque chose comme ça, là. Je rentrerai pas dans les détails techniques parce que c'est pas mon domaine. Donc, on voit la médecin, mais encore là, son cœur battait, tout allait bien. Ils nous ont demandé si on voulait savoir le sexe à ce moment-là. Moi, j'ai dit non, parce que tant que je savais pas ce qui allait arriver avec le bébé, je voulais pas savoir le sexe pour pour pas m'attacher, mais pour pas lui donner de nom, mettons, puis comme, en tout cas, pour faciliter, si on veut, le deuil éventuel. C'est peut-être mon cerveau qui s'est comme bloqué des émotions, je sais pas, mais pour moi, c'était plus facile en sachant pas si c'était un garçon ou une fille. Donc, on a été voir le médecin. Ma médecin m'explique que mon hématome, en fait, serait causé par décollement précoce du placenta. Logique, c'est comme, c'est plus d'informations que j'avais eues, mettons, la première fois. Donc, j'ai bien fait d'attendre de voir ma médecin pour avoir plus d'informations. Donc, je suis comme, ok, mon placenta est déjà en train de décoller. Surprise, pas surprise, parce que c'est arrivé à Alexis aussi, mais beaucoup plus tard. Mais surprise parce que c'était beaucoup trop tôt dans la grossesse, on s'entend. Donc, c'est comme, le pire qui va arriver, c'est que je vais être alitée pour le reste de ma grossesse. T'sais. C'est le pire qui peut arriver dans ma tête. Là, ça roule, hein. Même si elle me parle le matin, ton cerveau, il roule puis il analyse tout de suite. Là, elle m'explique aussi pour le bébé. Elle me dit que je peux faire, si on veut, on peut faire des tests pour savoir un peu vers quoi on s'enligne avec le bébé. Si on veut pas faire le curetage, bien évidemment. Donc, elle me parle de la myosynthèse, mais à 10 semaines, 12 semaines, à ce moment-là, c'était beaucoup trop risqué parce que, justement, on percerait la poche des os. Puis, à 12 semaines, la poche n'est pas assez épaisse, donc il faudrait attendre comme à 15 ou 16 semaines, 18. Je me souviens plus trop. Donc, elle me propose un prélèvement dans le placenta direct. Encore là, il y a des risques d'augmenter la fausse couche vu qu'il faut qu'il perce quand même dans le placenta puis que mon placenta est déjà aussi affaibli. Mais d'un sens, il est déjà affaibli. Donc, il y a déjà un risque. J'ai déjà un risque plus élevé de fausse couche déjà en partant. Donc, je me dis, moi qui aime savoir le pourquoi du comment de tout, puis qui veut faire avancer les recherches, puis tout, je veux avoir des réponses à mes questions, je veux savoir qu'est-ce que mon bébé y a. Donc, je dis, oui, on va faire le test génétique. À ce moment-là, elle me dit que elle peut pas me confirmer à 100% que le bébé ça va se résorber puis que ça va bien aller. Puis elle peut pas non plus me confirmer à 100% que je vais le perdre puis que ça va mal aller avec le bébé pour le futur. T'sais. C'est comme vraiment kiff-kiff. Elle peut pas rien dire entre les deux. Elle a eu les deux. Elle a eu un cas où que tout s'est résorbé, que tout a bien été. Puis d'autres cas où que ça a comme mal terminé, si on veut. Donc moi, je continue. J'ai pas de réponse à mes questions. Fait que moi, je me dis, on sait pas ce que le bébé y a. Ça peut être une malformation cardiaque, comme je dis. Ça peut être une trisomie. Ça peut être une autre malformation X. Seuls les tests vont nous le dire, en fait, c'est quoi. Donc, le 20, il me donne un rendez-vous le 28 à cause de la période des fêtes. Le 28 pour faire le test génétique. Donc, le 28, on se rend là. On se prépare. Je m'installe, en fait, sur la chaise pour faire l'écho avant pour voir où ils vont piquer. Puis en tout cas, c'est une intervention assistée de l'échographie, en fait, là, pour savoir où aller percer pour le placenta. Et au moment où elle met le gel et qu'elle nous montre le bébé, avant même qu'elle le dise, je le vois moi-même à l'écran que le cœur du bébé ne bat plus. Soulagée, triste, les deux émotions, c'est comme un choc entre les deux. Je suis soulagée d'un sens, pas parce que je perds mon bébé, parce que ça c'est le côté le plus triste, là. Je veux dire, t'es jamais préparé, même si tu sais d'avance que ça peut mal aller, puis que tu vas le perdre, t'es jamais 100% préparé mentalement à dire je vais le perdre, je ne l'aurai pas, il se rendra pas à terme, parce que tu restes quand même tout le temps positif, à dire je vais avoir un bébé, t'es content. Mais soulagée dans le sens que c'est pas moi qui ai pris la décision de terminer ma grossesse. Ceux qui prennent la décision, je vous lève mon chapeau.
il n'y a aucun jugement pour vrai, peu importe si tu fais un arrêt de grossesse à 2 semaines, 6 semaines, 10 semaines, 6 mois de grossesse, peu importe, pour X raisons, je vous lève mon chapeau parce que pour vrai, ça doit être tellement plus difficile de faire un deuil quand c'est toi qui prends la décision que quand c'est la nature qui décide. Donc, dans mon cas, le petit cœur du bébé avait cessé de battre. J'étais, comme je vous dis, entre les deux, je dis émotion, tu sais, j'étais comme tout contente de voir mon bébé, mais en même temps, je suis comme, ouais, mais son cœur bat plus, fait qu'il est comme pas vivant, j'ai plus d'être vivant, si on veut, en dedans. Donc, il nous demande, dans le fond, si on peut faire l'intervention quand même. Moi, oui, parce que comme je dis, moi puis la science, tout le temps, je veux tout le temps avoir des réponses à mes questions. Donc, on fait le test, mais au lieu de faire le test dans le placenta, on fait la myosynthèse directement puisqu'il n'y a plus de danger vu que le bébé il est déjà décédé, si on veut. Donc, on fait la myosynthèse qui est plus... qui va donner des résultats un petit peu plus clairs. Donc, on fait ça. Et par la suite, il nous envoie justement encore à l'urgence obstétrique où ce que j'avais été... pour la première fois où j'avais des saignements pour justement planifier le curetage, l'arrêt de grossesse d'urgence parce que ça fait quand même, selon ce qu'elle dit, ça faisait peut-être une journée ou deux que le cœur du bébé était déjà arrêté. Donc pour empêcher que justement que je fasse une infection ou quelque chose, c'est mieux de faire le curetage pour enlever ça. C'est pour pas enlever ça, mais pour retirer le fœtus. Et tout ce qui englobe ça. Donc, je m'en vais là. Ils nous disent que je dois être à jeun au minimum 8 heures avant. Et je venais juste de manger une bâtonne. Donc, il faut que je revienne le lendemain matin à 7 heures pour me faire installer des tiges végétales. Je retourne le lendemain matin, on retourne à l'hôpital. Puis en passant tout ce temps-là, Coco est chez mamie. Il n'est pas avec nous. trop traumatisant pour un enfant de 2 ans de se promener dans un hôpital. Puis trop de gestion. Tu as besoin d'être juste ton conjoint et toi, ou tu sais, toi et un ami, un proche de la famille, si jamais t'es pas à l'aise avec ton conjoint dans ces choses-là, mais mettez pas un enfant là-dedans, là, mélanger là-dedans, c'est pas le moment. C'est le moment d'être juste 2 personnes à supporter que de gérer un enfant, là. Bref, fait que bébé garçon est avec mamie, tout va bien. Fait que moi, justement, le lendemain matin à 7h, il m'installe les tiges végétales. Je pense qu'ils en ont installé 8, je sais plus trop, là, je me souviens plus, je comptais pas, moi j'étais concentrée sur essayer de pas avoir mal avec le spéculum. Je déteste le spéculum, sûrement qu'il y a d'autres filles qui comprennent ce que je veux dire, mais bref. J'étais focusée sur d'autres choses. Je voyais pas le nombre de tiges qu'ils te mettent, là, puis mon chum, il regardait pas ça non plus. On s'entend, il y a pas personne qui regarde dans cette partie-là avant qu'un bébé sorte de là. Fait qu'il m'installe les tiges, il m'installe les tampons pour empêcher que tout sorte. Après ça, on me dit que ça va faire travailler le col pour l'étirer, donc ça peut causer des crampes, comme des crampes menstruelles. Puis, ce temps-là, ils vont, le temps avant que le médecin vienne faire le curetage, il faut que ça aille travailler un peu. Je suis comme, OK. Fait qu'ils vont me trouver une chambre pour la journée, si on veut. Parce que c'est comme une chirurgie dans un jour, si on veut. Donc, on attend 2 heures plus tard, je pense, à peu près. 1h30, 2 heures plus tard, ils nous trouvent une chambre. Donc, on s'en va dans une chambre. Super belle chambre, en passant. La nouvelle aile qu'ils ont faite à Sainte-Justine, c'est magnifique. On s'en va là, on attend. Moi, vers 10 heures, à peu près, je commence à sentir que ça travaille pas mal, là, que c'est des grosses crampes menstruelles. Mettons, c'est pas des contractions, mais c'est des bonnes crampes menstruelles. Fait que je suis comme, ben, c'est normal, c'est ce qu'il m'avait dit. Ça reste de même. Je suis à jeun aussi depuis 22 heures la veille, fait que je commence à avoir faim. J'étais à jeun, complètement à jeun, j'ai pas le droit de boire de l'eau, rien. Vers comme midi passe, j'ai faim, mais je continue, je me dis, gars, on est en pandémie, puis on apprend aussi, entre-temps, il y a une des infirmières super fines qui nous dit qu'il y a juste un médecin, en fait, pour les urgences obstétriques, puis les rendez-vous comme planifiés, là, les césariennes planifiées et compagnie. Donc, je suis comme un peu sous le choc de savoir qu'il y a juste un médecin pour 2 départements, si on veut, là. Je suis comme, parce que, tu sais, des urgences, oui, il n'y en a pas à pelleter, que, tu sais, je veux dire, on n'est pas 100 d'une shot, mais quand même, je veux dire, tu sais, ça se peut que 3 mamans en même temps fassent une fausse couche en même temps, ou, tu sais, qu'ils accouchent en même temps, ou, tu sais, peu importe, en tout cas. Je trouvais ça quand même peu, un médecin pour, comme 2 départements, mais ça, tu sais, c'est pas, d'après moi,
c'est pas Sainte-Justine parce que pour vrai, pour avoir accouché là, c'était merveilleux. Je mets pas la faute sur l'hôpital ou ni même les employés. Moi, je mets vraiment la faute sur la pandémie. Pour vrai, la pandémie avec le système de la santé, c'est un gros, un gros hic, là. Je veux dire, c'est pas, t'as pas le traitement que t'as d'habitude, puis c'est normal parce que même les employés qui sont là sont pas nécessairement là d'habitude, t'sais. En tout cas, ça, je pourrais vous dire, vous en parler longtemps, mais c'est pas le but, hein. Mais ça, la pandémie affecte beaucoup le service de santé. Bref, donc une infirmière, c'est ça, elle m'explique justement qu'il y a juste un médecin, donc je comprends un peu plus pourquoi que j'attends depuis longtemps, tu sais, pour une affaire qui est quand même urgente, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit que j'étais considérée quand même dans les urgences, si on veut, pour l'opération. Et il est rendu à peu près 4 heures le soir. Il est 16 heures, moi, j'ai faim, là. J'ai pas mangé, j'ai pas bu depuis 22 heures la veille. Comme je dis, je suis là depuis 7 heures le matin. Ça me travaille dans l'entrejambe puis dans le ventre. Et tout travaille dans mon corps. Puis j'ai une de ces migraines depuis à peu près 1 heure. J'appelle l'infirmière, là, je dis, moi, j'ai mal à la tête, il n'y a pas quelque chose qu'on peut me donner, tu sais, les Tylenol, parce qu'elle m'avait donné des Tylenol comme 1 heure plus tôt, puis ça faisait pas effet, là, ça faisait juste mon mal de tête empirait. D'après moi, j'étais comme beaucoup trop déshydratée ou j'avais beaucoup trop faim, je sais pas trop. Avec l'autorisation du médecin, ils décident de m'installer un seul thé. Entre-temps, je commence à saigner. Pas mal plus que en fait, j'avais complètement arrêté de saigner depuis un méchant bout. Puis là, je saignais. Je recommençais, là. Ça recommençait à saigner quand même pas pire, comme des menstruations. Puis vers comme peut-être 10 heures à peu près, des contractions. Ah ouais, ça start là, les contractions, des vraies contractions. Je parle pas de crampes menstruelles, là. J'étais dans des contractions pour en avoir vécu à ma première grossesse. Des contractions, c'était ça, c'était exactement pareil. Exactement la même puissance, la même force, puis dans mon cas, je sais pas pourquoi ça arrive de même, là. Je veux dire, tout va bien, paf, là, t'es comme, je suis dilatée à 12, là, puis non, mais j'exagère, là, mais c'est comme, les contractions, ça arrive d'un coup sec. Puis en même temps, ça se met à saigner pas mal plus. Fait qu'entre-temps, les infirmières vont chercher d'autres services unitaires pour me changer. Puis elle fait comme, OK, oui, ça commence à couler pas mal, mais tu sais, je vais aviser le médecin. Puis là, je suis comme, oui, j'ai mal aussi. Puis elle demande aussi qu'est-ce qu'on peut me donner pour la douleur, tu sais. Le temps que tout ça s'en vienne, moi, je me lève parce que j'ai envie de pipi. Je m'en vais aux toilettes. Le déluge, là, mes amis, le déluge. C'est pas mentir, là. J'ai peut-être été sur la toilette un bon 15 minutes facile parce que j'osais pas me lever, parce qu'aussitôt je me levais, ça coulait. Mais en fait, pas que j'osais pas me lever, si ça arrêtait juste pas de couler, je me vidais comme vraiment intense. C'était un déluge. C'est juste ça le mot. J'étais en train de me vider de tout mon temps dans la toilette. Et j'étais comme, aussitôt je me lève un peu, ça continue de couler, puis je me rassois. Puis j'étais comme, faut que je mette une nouvelle service unitaire, faut que je me déplace, faut que j'aille dans mon lit, tu sais, ils veulent m'amener à la salle d'opération. Je sais pas moi ce qui se passe en ce moment-là, mais au moment où je me mets à couler intense comme ça, l'infirmière rentre, elle me demande comment que ça va, tu sais, je suis comme, ça arrête pas de couler, j'ose pas me lever, ça arrête pas de couler. Puis en même temps, mon chum est là, puis là, je suis comme, mais là, ça commence à tourner, ma tête tourne, je commence à plus voir clair, c'est embrouillé, c'est comme, il y a de quoi qui va pas, il y a de quoi vraiment qui va pas. Je me lève, je réussis à me lever tranquillement. Mon chum m'aide. Moi, je tiens ma couverte parce que c'est pas des bobettes que tu te mets quand tu saignes comme ça abondamment. C'est une serviette sanitaire par-dessus une grosse serviette pour pas tout tacher. Puis je me promène avec ça. Je me tiens après mon chum puis je suis comme ça va vraiment pas. Mon cerveau, il pue là. Je suis d'un vape, là, mais solide. Puis là, mon chum, il disait aux infirmières, il dit là, elle est d'un vape, là, la tête tourne, là, ça va pas bien, elle a perdu beaucoup trop de sang, puis il dit, un cardiaque, elle peut pas endurer des contractions comme ça, à vitam aeternam, là. Le regard des infirmières, là, des billes, tu vois, 3 infirmières qui sont fait comme, t'es cardiaque, oh mon Dieu, puis là, c'est la panique générale, c'est comme si ça avait pas été écrit dans mon dossier que j'étais cardiaque, mais tu sais,
c'est écrit partout. Je veux dire, c'est écrit dans mon dossier médical. Je leur ai dit quand je suis arrivée. Je veux dire, c'est écrit dans mon dossier à Sainte-Justine. C'est comme si le message s'était pas fait. Je sais pas. Mais là, ils ont paniqué sur un temps. Là, moi, je me vide de mon sang. Je suis cardiaque. Je veux dire, moi-même, moi, je suis évape puis je panique parce que je comprends pas. Là, j'ai mal, je souffre, j'ai chaud, j'ai fret. J'étais en train d'accoucher pour vrai. C'était exactement pareil. J'accouchais. C'était exactement pareil, sauf que j'avais beaucoup plus de douleur vu qu'à la première grossesse, après 3 contractions, là, le temps que ça fasse effet, là. Mais après la première grosse contraction, ils m'ont envoyé l'anesthésiste pour me faire une épidurale directe parce que j'ai pas que j'ai pas le droit, mais c'est pas bon pour mon cœur à moi de trop forcer. Puis un accouchement, c'est quand même forçant en tant que tel. Donc, si en plus, il faut gérer la douleur, plus, en tout cas, c'est comme, on donne une chance à mon cœur, donc il me donne l'épidurale comme en partant. Donc, j'ai eu comme 3 grosses contractions, puis après ça, j'avais l'épidurale, fait que je forçais beaucoup moins, j'étais plus capable de prendre mon souffle, mais dans ce cas-ci, non, j'ai pas eu ça. J'ai comme paniqué, je paniquais, j'avais des grosses douleurs, j'étais des sueurs froides, j'accouchais. Pour vrai, c'était exactement le même feeling, j'accouchais. Donc, entre-temps, une des infirmières revient avec une injection pour la douleur. Elle m'injecte ça, ça prend à peu près 15 minutes. Fait que j'ai eu le temps d'avoir d'autres contractions intenses entre-temps, surtout qu'ils étaient très rapprochés. Là, je suis comme, OK, ça va un peu mieux. En même temps, la médecin arrive, c'est qui va faire mon curtage. Elle me dit, je finis t'es la prochaine, il faut que je finisse la césarienne que je suis en train de faire. Puis, tu passes, t'es la prochaine, on peut pas te laisser comme ça. Là, je suis comme, OK. Mais pendant qu'elle me dit ça, moi, je sens que ça pousse. Il y a quelque chose qui pousse dans mon entrejambe, dans mon utérus. Je sens une pression. Oui, je suis gelée, si on veut, je suis anesthésiée. Mais comme à mon garçon, même si j'avais l'épidurale, tu sens que ça pousse, tu sens qu'il y a quelque chose qui essaie de sortir. Puis là, moi, je dis à la médecin, parce que ça pousse, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui pousse, là. De quoi que ça pousse? Puis, ça pousse, je sais pas qu'est-ce qui veut sortir, mais il y a quelque chose qui pousse, tu sais. Fait que là, elle me dit, OK, je vais aller voir, là. Je suis comme, OK. Puis en même temps, elle va là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, mais elle m'a juste dit, je vais sortir avec mes mains. Je suis comme, OK. Puis là, elle sort, je sais pas quoi, parce qu'encore à ce jour, je sais pas qu'est-ce qu'elle a sorti, je le saurai jamais. Elle sort ça, avec ses mains. Le soulagement, la pression, tout, les contractions, tout a arrêté. One shot. Donc, je ne sais pas si c'est les tiges qui étaient encore là, parce que depuis le début, oui, je saignais, mais j'ai jamais perdu une tige. Il me disait que je pouvais en perdre, mais tout ce que j'ai perdu, c'est les tampons qui tenaient tout ça, mais j'ai pas perdu aucune tige. Fait que je ne sais pas si c'est les tiges qu'elle a enlevées d'une shot qui ont soulagé, ou j'ai littéralement évacué le fœtus, naturellement. Je le saurais jamais. Je sais juste qu'après ça, oui, j'avais l'anesthésie, si on veut. J'étais soulagée, mais j'ai plus eu de contraction. J'ai senti la pression. Pour vrai, ça m'a comme soulagée d'une traite. Là. J'étais comme, oh, tout va bien. Maintenant, tout allait bien. Je pouvais je veux dire, à part que je saignais encore un peu, j'étais comme, peux m'en aller chez nous, là. J'ai plus mal, j'ai plus tout est beau, là. Fait qu'ils m'amènent par la suite après ça, je sais pas, ils m'ont jamais dit qu'est-ce qu'il y avait dans les couvertes ou quoi que ce soit. Puis tu sais, mon chum, c'est pas, je veux dire, il regarde pas là, je pisse le sang depuis tantôt, c'est pas là que tu regardes, tu regardes ailleurs, là, moi-même j'aurais regardé ailleurs, j'aurais pas regardé, hey, c'est ça que t'as perdu? Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, après ça, ils m'amènent dans la salle d'opération. Il demande à mon chum, dans le fond, s'ils veulent, où c'est qu'il va être, pour donner des feedbacks, des retours. Il dit qu'il va rester dans la chambre. Fait qu'il reste là. Moi, je m'en vais à la salle d'opération. Il m'installe dans les étriers. Tu sais, je mets mes pieds dans les étriers. Il m'injecte il m'avait dit qu'il allait comme pas m'endormir, mais qu'il allait me donner comme un relaxant, plus genre une anesthésie locale, si on veut, pour faire le truc. Mais je sais pas ce qu'ils m'ont donné, mais moi, j'ai tombé endormie de même, à une fraction de seconde, je dormais. Je sais pas si c'était comme combiné avec l'anesthésie que j'avais eue avant pour l'antidouleur, si on veut, que j'avais eu avant. Je sais pas, mais moi, je suis tombée endormie. Je me souviens juste d'avoir mis mes 2 pieds dans l'étrier. Fait knockout total. Je me suis réveillée dans la salle de réveil avec l'infirmière qui prenait mes signes vitaux. Tu sais, tout est beau. Moi, je me souviens juste d'avoir rentré. Quand je suis rentrée dans la salle d'opération, je me souviens qu'il était 1h41. Moi, j'ai une fixation. Je regarde des heures. En fait, j'ai une fixation sur ces heures. Il fallait que je sache où j'étais à telle heure. Et là, c'était écrit en gros. Fait que 1h41, exactement, j'étais dans la salle d'opération.
Ils ont fait ce qu'ils faisaient. Là, à la salle de réveil, t'es avec la petite infirmière qui prend mes signes vitaux, mais moi, je continue de saigner, là. C'est comme, ça arrête pas, là. C'est plus qu'une serviette sanitaire à l'heure, parce que j'ai pas été là 3 heures de temps, là. Je sais pas combien de temps j'étais là, mais pas assez longtemps pour ça. Puis la même elle est comme, OK, mais ça arrête pas de couler, là. Je vais appeler le médecin, parce que je pense pas que ça soit tout à fait normal. Elle appelle, elle a l'air un peu plus rassurée. Elle me dit, faut que je te donne un médicament que ça va comme coaguler, puis ça va ralentir les saignements. Je suis comme, ok, parfait. C'est vous autres les experts, c'est pas moi. Qui me donnent ça. Ils me ramènent dans ma chambre parce que ça se calme. Fait qu'ils me ramènent dans ma chambre. Moi, j'arrive dans ma chambre, justement, je vois mon conjoint, puis mon conjoint, il est comme les yeux gros de même, puis tu vois bien qu'il a pas dormi, lui, tout le long que j'étais partie, parce qu'il était comme sur le gros nerf, puis là, ça reste comme ça, il m'installe, moi, je suis comme, ok, moi, je m'en vais, j'ai dit, puis, ils m'ont pas dit si ça t'était bien passé, et tout, toi, t'as-tu des informations de plus à me donner, tu sais? Elle me dit, non, il dit, il y a pas personne qui est venu me voir. Il dit, je commençais à m'inquiéter, là. Il dit, depuis que t'étais parti, il y a pas personne qui est venu me voir. J'ai pas aucune information. Il dit, pas d'infirmière, pas de médecin, rien. Je suis comme, ok, fait que j'ai dit, tu sais pas si ça s'est bien passé. Tu t'en sais pas plus que moi. Il dit, non, pas tout. Puis ça, je vous dis ça, mais moi, je suis rentrée dans la salle d'opération, il était 1h41. Donc, je suis partie de ma chambre peut-être à 1h15, 1h30. Je suis rentrée dans ma chambre, quand je suis revenue de l'opération. Il était 3h30 du matin. Fait que tout ce temps-là, tout ce que lui se souvient, c'est que moi, je saigne non-stop, puis ils viennent de me prendre pour mon curetage, puis je reviens 2h30 plus tard, puis il n'y a pas plus d'informations. Je suis comme, ok, je comprends, c'est probablement le COVID. Là, je vous dis, c'est probablement un manquement à cause de la COVID, là, je ne sais pas trop, là, mais c'est ça. Fait que je reviens, on me dit qu'ils vont prendre mes signes vitaux à toutes les heures, puis ils vont regarder ma pression parce que ma pression est un peu basse. Je sais pas pourquoi, j'ai juste comme me suis vidé de mon sang. Fait que je dis ça, je peux manger, tout est beau, je remange, j'avais faim, tout apiffré comme une cochonne si on veut, là, vraiment, je me suis bourré la face, là. Après ça, là, ils viennent me voir à toutes les heures au début, puis après ça aux 2 heures. Proche de midi, je suis comme, ok. J'ai dit, le médecin, il change de chiffre, je sais pas trop. Puis je suis comme, ok, le médecin va-tu venir me voir? Puis là, l'infirmière est comme, ah, le médecin est pas venu. Je suis comme, non, j'ai pas d'informations, j'ai pas de nouvelles. Tu vas-tu venir me voir pour comme, me donner mon congé? Puis, clairement, j'ai l'air d'aller mieux, même si je suis encore sur le solité, puis que ma pression est encore un peu basse, tu sais. Vers comme 2h moins 10, là, 2h à peu près, là, l'infirmière, elle vient, puis elle me dit, ok, c'est beau, vous avez votre congé. Je suis comme, mais c'était pas écrit dans le dossier que le médecin devait me voir avant que je quitte. Elle dit, oui, mais elle dit là, c'est correct, vous pouvez partir. J'ai pas d'informations, on m'a rien dit, je sais pas rien. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'intervention. La seule façon que j'ai su c'était quoi l'intervention, un curetage, parce que personne me l'avait expliqué avant. Pas personne qui me l'a expliqué après. J'ai été voir sur Internet. Je sais qu'est-ce que c'est un curetage, mais je sais même pas si c'est ce qu'ils ont fait. Je sais même pas si c'est normal que j'aille évacuer quelque chose avant qui est peut-être le fœtus. Je ne sais pas si c'est normal que j'aie attendu aussi longtemps avant de faire un curetage. Je ne sais pas si c'est normal que je n'aie pas eu d'informations après. J'ai aucune information. C'est le néant total. Et de toutes mes expériences des hôpitaux, c'est la pire, malheureusement. Autant j'ai eu un très beau service il y a 2 ans avec mon coco, que là, c'est le pire. Je me dis, c'est clairement la pandémie qui a fait ça. Ça peut pas être peut pas être le personnel. Je veux dire, c'est le même personnel, là. Oui, c'était pas les mêmes personnes qui s'occupaient de moi, là, mais quand même, c'est la même hôpital, c'est les mêmes procédures, c'est les mêmes... Enfin, je me dis clairement, la COVID a genre affecté totalement le service là-dedans. Puis j'ai eu aucune information. D'où le pourquoi que je fais la vidéo. Parce que je me dis, ça se peut que je sois pas toute seule, surtout en ce moment, en pandémie, qu'il n'y ait pas aucune information. Ou peut-être que c'est juste, les médecins, ils n'en parlent pas, ils expliquent pas parce qu'ils veulent pas faire peur aux personnes, je sais pas. Mais je ne sais pas du tout comment s'est passé mon curetage. Je sais pas si c'est normal d'avoir eu un aussi gros délai, parce que pour vrai, j'ai quasiment été là, je suis rentrée là à 7h le matin, puis je suis ressortie le lendemain. En fait, ouais, le lendemain à 2h l'après-midi. J'ai été là plus que 12 heures là, à l'hôpital, à pas savoir ce qui se passe, à vivre des trucs, à avoir des trucs qui se passent dans mon corps, à pas savoir c'est quoi. Fait que je sais pas, pour vous, si vous avez des réponses à mes questions, ça va me faire plaisir de les entendre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que moi je suis dans le néant. Puis j'imagine que je suis pas la seule à être dans le néant. Comme je vais répéter, là, mais je juge pas du tout le personnel de Sainte-Justine. Je ne juge pas partout. Moi, je me blâme tout sur la pandémie. Pour vrai, ça l'a tout affecté. Fait que c'est clairement un problème lien avec la pandémie. Mais même en général, j'ai regardé sur les sites internet et tout, puis j'ai pas trouvé aucune information. Il y a aucune explication qui t'explique comme ça va se passer, puis ça, puis après. Je veux dire, après, j'ai continué d'avoir des saignements pendant quasiment, là on est le 12 janvier, puis j'ai eu des saignements jusqu'à la semaine passée, donc 2 semaines après la fausse couche, je saigne encore, et je saigne encore quasiment une journée sur 2, mais pas beaucoup. Mon sang est pas nécessairement pareil, ça, il m'avait avisé que ça allait changer de couleur. Ça, je savais ça un peu, mais je savais pas la quantité, si c'était normal, le nombre de temps, puis tout, on m'a pas rien expliqué de ça. On m'a pas expliqué non plus que mon ventre allait continuer de grossir, même s'il y avait plus rien dedans. Oui, grossir. Je veux dire, la première semaine, je rentrais encore, je devais mettre des pantalons de maternité parce que je continuais d'enfler comme si je continuais d'avoir une grossesse normale, mais j'ai plus de bébé. Donc ça, c'est troublant un peu pour le mental. Pour faire le deuil, c'est un peu bizarre de dire, ouais, mais pourquoi? Non, genre, ça m'aide pas à faire mon deuil si je continue d'enfler et d'avoir mal. Mais côté mental, c'est sûr que pour moi, c'est comme depuis le 11 novembre, on sait que le bébé, il se rendra probablement pas à terme. Donc, mon deuil, il a commencé à ce moment-là. Donc, j'ai eu beaucoup de support de la famille et tout, parce que justement, vu qu'on a annoncé d'avance la grossesse, ils ont aussi appris en même temps que nous tout ce qui se passait. Donc, j'ai eu beaucoup de support de mes amis, ma famille, mes collègues de travail. Ils ont été très supporters. Puis c'est ce qu'il faut. Ça prend du support. C'est des moments de même, tu vis pas ça tout seul. Ça prend beaucoup de support. Donc, aussi, ma vidéo est là pour ça. Si tu as besoin d'en parler à quelqu'un ou d'avoir juste une oreille attentive, peu importe, même si tu veux pas que je te parle, mais que tu veux juste que je t'écoute, je suis là pour ça. S'il n'y a pas personne dans ton entourage qui veut t'écouter, moi je suis là. Puis c'est très important pour le deuil d'en parler. C'est vraiment, vraiment important de parler de tout. C'est pas juste du fait que, ah oui, j'ai perdu mon bébé. Non, non, comment tu l'as perdu? Comment ça s'est passé? Comment t'as appris? Moi, pour vrai, chaque détail compte pour la guérison, pour mon mental. C'est différent pour chaque personne, mais pour moi, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Le côté physique, tranquillement, pas vite, ça reprend le dessus. Je veux dire, je peux pas aller marcher comme je faisais tous les jours. Je peux pas m'entraîner ou comme je veux à tous les jours parce que mon corps est encore en guérison. Je veux dire, surtout que je fais un peu trop d'activité, je saigne. Encore là, je sais pas si c'est normal. J'ai une infirmière qui est supposée m'appeler éventuellement. On m'avait dit qu'une infirmière prendrait mes nouvelles. C'est sûr qu'aussitôt que j'ai son appel, je vais lui poser toutes mes questions que j'ai pas pu avoir de réponse à l'hôpital et même après. Si là, j'ai pas plus de réponses pour vous, j'en ai pas. Mais tu sais, c'est toutes des choses. Physiquement, ça va un peu mieux que ça allait. Mon mental est beaucoup plus fort que mon physique en ce moment. C'est rare que c'est comme ça, mais pour vrai, mon mental, tout est beau. C'est vraiment physiquement que mon corps a de la misère à s'en remettre. Puis c'est un choc quand même. Je veux dire, t'es enceinte, puis pouf, tu l'es plus. Ça se fait pas. D'après moi, ton corps, les hormones, tout travaille au ralenti, le temps que tout se replace. Mais sur c'est ça. J'ai pas plus rien d'autre à dire. En fait, c'était juste de partager mon histoire. Puis si jamais vous trouvez que c'est intéressant ou que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez ou peu importe, partagez. Je pense que plus que les gens sont au courant, plus que les gens comprennent ou font comme ah ok oui moi aussi j'ai vécu ça de même, ah ok je suis pas toute seule, c'est de même qu'on va se sentir mieux puis on va se sentir écouté et apprécié. Pas nécessairement apprécié, je veux dire plus écouté, en fait compris, c'est ça que je voulais dire. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée puis on se reparle. Bye!